Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre qui va nous permettre de parler de la pièce Rhinocéros d'Eugène Ionesco. Je vais aller assez vite dans ce diaporama puisque vous pouvez bien sûr mettre en pause, revenir en arrière et vous êtes invité à prendre des notes sur ce qui va être dit et qui n'apparaîtra pas forcément sur votre écran. Je commence par une séance introductive sur Eugène Ionesco et le théâtre de l'absurde. J'aimerais qu'on découvre cet auteur, sa pièce et le contexte dans lequel il a écrit son œuvre. Pour commencer, le théâtre de l'absurde, c'était quand? Alors il faut retenir deux choses. D'abord, ça s'inscrit dans la lignée du mouvement surréaliste de la première moitié du XXe siècle. Pour ceux qui ne se souviennent pas très bien de ce qu'est le surréalisme, je vous mets quelques illustrations, dont les plus célèbres sont celles de Magritte à gauche et celles de Dali au milieu. Le surréalisme, c'est un mouvement artistique du XXe siècle qui cherche à libérer l'esprit du contrôle de la raison et qui développe le pouvoir de l'inconscient à travers des techniques artistiques novatrices et inédites, comme par exemple le cadavre exquis ou l'écriture automatique qui consiste à laisser votre esprit et votre inconscient guider votre plume lorsque vous écrivez. Mais je pense que la meilleure personne qui peut vous parler du surréalisme, c'est son chef de file, André Breton, et voici ce qu'il écrit. Automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Et pour lui, le fonctionnement réel de la pensée, c'est celui qui s'exerce en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, comme je viens de vous le dire, mais aussi en dehors de toute préoccupation extérieure de type esthétique ou morale. Donc ça, c'est le premier point, le théâtre de l'absurde s'inscrit dans la continuité du surréalisme. Mais pas seulement. Le théâtre de l'absurde est aussi né après les deux guerres mondiales et le sentiment d'incompréhension face au nazisme, aux horreurs de la guerre et bien sûr à l'Holocauste. La question qui survient est donc comment se relever après ces atrocités puisque l'humanisme semble avoir disparu et que l'humain se perd progressivement. Les hommes ne sont réduits qu'à des marionnettes, des pantins, sans identité, sans pensée, sans raisonnement, et ils perdent jusqu'à leur capacité de communiquer. Et je vous rappelle que sans le langage, l'homme n'est plus rien, puisque c'est ce qui le distingue des animaux. Cette impossibilité de communiquer et de trouver ses mots après ce qui s'est passé est significative de l'angoisse existentielle de l'homme et rend compte de sa difficulté à vivre désormais. Il s'agit donc d'éliminer la logique des actes, des paroles et des gestes. Tout devient incompréhensible, y compris la vie, qui est un non-sens total. C'est pour ça que le rapport au monde du personnage absurde est un rapport complexe. Vous allez découvrir, avec Rhinocéros, des anti-héros marqués par les traumatismes de la guerre, qui perdent leurs repères et leur identité. Ce sont des personnages en lutte avec leur propre misère existentielle, et l'auteur ne va vous montrer de ces personnages que leur nervosité psychique. Le théâtre de l'absurde connaît donc son apogée dans les années 50, et rend compte du fait que l'homme est perdu dans le monde, toutes ses actions devenant insensées, absurdes, inutiles. Alors je voudrais que vous preniez le temps de noter cette citation, puisque c'est Ionesco qui l'a dite. Nous allons découvrir Ionesco un tout petit peu plus tard, puisqu'auparavant j'aimerais vous parler du terme absurde. En latin, absurdus signifie discordant. Ça vient de surdus, qui fait référence au son, et du préfixe privatif ab. Donc absurdus, c'est ce qui sonne faux, c'est un son qui choque l'oreille. Par extension, c'est donc tout ce qui est déplacé, ce qui est hors de propos, ce qui est dépourvu de sens ou au contraire du bon sens. Et Ionesco, dans tout ça, nous allons enfin pouvoir faire la rencontre de cet auteur majeur qui est né en Roumanie en 1909. Alors je sais pas pourquoi, mais mon intuition, mon instinct me dit qu'il vaut mieux que je mette une carte pour situer la Roumanie. Simple précaution bien sûr. Alors le père de Ionesco était roumain et sa mère était française. En 1911, la famille a emménagé à Paris, mais le couple s'est séparé quelques années plus tard. Et Ionesco a dû retourner vivre dans son pays de naissance, sauf qu'il était âgé de 16 ans, qu'il ne parlait pas la langue et qu'il a surtout été témoin de la politique fasciste de la garde de fer en 1927. Alors la garde de fer, vous n'en avez peut-être pas tous entendu parler, mais en regardant ces images, ça doit vous faire penser à quelque chose, y compris leur emblème qui n'est pas sans rappeler bien sûr la croix gammée. En 1938, Ionesco regagne la France pour préparer une thèse, mais la déclaration de guerre l'oblige une fois de plus à faire demi-tour et à repartir en Roumanie. Il faudra qu'il attende 1942 pour enfin obtenir la nationalité française et pouvoir s'installer définitivement à Paris. C'est avec sa pièce Rhinocéros que la reconnaissance de son travail sera durable, même s'il a écrit d'autres pièces que je réserve pour un prochain cours. Et justement, l'idée de cette pièce Rhinocéros, Eugène Ionesco l'a clairement expliqué dans le texte que voici, extrait de Notes et contre-notes en 1966. En 1933, l'écrivain Denis de Rougemont se trouvait en Allemagne, à Nuremberg, au moment d'une manifestation nazie. Il nous raconte qu'il se trouvait au milieu d'une foule compacte, attendant l'arrivée de Hitler.
Les gens donnaient des signes d'impatience lorsqu'on vit apparaître, tout au bout d'une avenue et tout petit dans le lointain, le Führer et sa suite. De loin, le narrateur vit la foule qui était prise progressivement d'une sorte d'hystérie, acclamant frénétiquement l'homme sinistre. L'hystérie se répandait, avançant avec Hitler comme une marée. Le narrateur était d'abord étonné par ce délire, mais lorsque le Führer arriva tout près et que les gens à ses côtés furent contaminés par l'hystérie générale, Denis de Rougemont sentit en lui-même cette rage qui tentait de l'envahir, ce délire qui l'électrisait. Il était tout prêt à succomber à cette magie, lorsque quelque chose monta des profondeurs de son être et résista à l'orage collectif. Denis de Rougemont nous raconte qu'il se sentait mal à l'aise, affreusement seul dans la foule, à la fois résistant et hésitant. Il est impossible, sans doute, lorsqu'on est assailli par des arguments, des doctrines, des slogans intellectuels entre guillemets, des propagandes de toutes sortes, de donner sur place une explication de ce refus, cette résistance naturelle, intérieure, cette réponse d'une âme. Le questionnement de départ de Ionesco, c'est donc comment expliquer qu'une foule se laisse fanatiser. On retrouve des termes comme hystérie, rage, délire, magie et orage collectif pour évoquer le fantasme des foules. Alors que pour parler de la résistance, Ionesco utilise d'autres termes, notamment les notions de solitude, de refus, de résistance ou de réponse d'une âme. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette résistance, elle est incompréhensible, elle n'est pas décidée, elle n'est pas volontaire. C'est quelque chose qui sort en nous et qui d'ailleurs nous isole des autres. Ionesco a bien sûr lu l'ouvrage de Gustave Le Bon, paru en 1895 sur la psychologie des foules, et il en a retenu que le comportement des individus quand ils sont en groupe est différent du comportement qu'ils ont quand ils sont isolés. Les foules sont dans l'émotion et dans l'action plus que dans le raisonnement, et ce, pour plusieurs raisons que Gustave Le Bon explique. D'abord à cause d'un sentiment de toute puissance, lié au fait que la foule est nombreuse, et qu'elle se sent donc invincible. Mais aussi à cause de la disparition de la responsabilité individuelle, parce que les foules sont anonymes. Dû au fait aussi que les passions sont contagieuses et qu'on est plus influençable quand on est plusieurs. Et le paroxysme de tout ça est atteint si en plus il y a la présence d'un meneur puissant. Mais alors pourquoi Ionesco parle-t-il de rhinocéros ? Ce titre, vous vous en doutez, est une métaphore du processus de nazification d'un pays. Des hommes devenus des rhinocéros, c'est-à-dire déshumanisés, devenus aussi féroces que des animaux. Alors Ionesco n'est pas le seul à utiliser ce procédé. Vous le connaissez déjà avec les fables de La Fontaine, et certains d'entre vous, je l'espère, avec la métamorphose de Kafka. Mais le rhinocéros est un choix inédit. C'est d'abord le plus gros mammifère terrestre après l'éléphant. Il est monstrueux, puissant, redoutable. Mais les rhinocéros ont aussi la peau dure, et avoir la peau dure en français est une expression qui signifie être entêté. Et ils ont aussi une mauvaise vue, et c'est évidemment au sens figuré tout à fait approprié pour parler des gens qui se laissent gagner par les idéologies nauséabondes. Alors cette pièce a aussi pour origine une expérience vécue directement par l'auteur en 1927, avec le mouvement nationaliste de la Garde de Fer dont nous avons précédemment dit quelques mots. Ionesco a vu ses proches et ses amis littéralement contaminés par l'idéologie, et voici ce qu'il écrit. J'ai vu des gens se métamorphoser. J'ai constaté, j'ai suivi le processus de la mutation. Je voyais comment des frères, des amis, devenaient progressivement des étrangers. Ionesco développe aussi, à côté de ce sujet, une vision très novatrice et personnelle du théâtre. Et comme personne ne peut en parler mieux que lui, écoutons donc religieusement ce qu'il dit à propos du théâtre. Oui. Ça vous a emballé le théâtre? Ça vous a émerveillé? Un certain théâtre, un seul théâtre m'a emballé vraiment, c'était le Guignol. Et j'étais avec ma mère justement au Luxembourg, il y a le Guignol. Je me souviens encore, il devait avoir 4 ans, 5 ans. Et alors j'étais là, et puis tous les enfants riaient autour de moi. Ils riaient, moi je ne riais pas. Ma mère croyait que je m'ennuyais, elle voulait me faire sortir de là, mais non, je n'étais pas ennuyé du tout, mais j'étais absolument interloqué, j'étais ahuri, j'étais pris. Et puis après, oui, alors, je n'ai plus rien aimé au théâtre. Plus rien aimé? Plus rien aimé au théâtre. Et quand j'ai commencé à en faire, j'ai fait une sorte de Guignol. La Cantatrice chauve, c'est une sorte de Guignol. Le théâtre, c'est pour moi, doit être pour moi, enfin, très simple, très simplifié, très grotesque. Avec une sorte de mécanisme, comme si quelqu'un tirait les ficelles un peu. C'est le monde qui me semble être comme cela. Le monde me semble être grotesque, absurde, dérisoire, pénible.
que votre théâtre, justement, c'est un théâtre de l'absurde, mais si vous nous expliquez ce que vous, justement, vous entendez par l'absurdité du monde. Ça, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Et si je continue, je vais me fâcher avec Dieu. Je trouve que... je trouve qu'il est absurde... D'être là? Pas absurde, d'être là. Je trouve que la vie n'est pas absurde. L'histoire n'est pas absurde, elle est très logique, elle peut s'expliquer, elle est logique ou des dialectiques, enfin, elle peut s'expliquer. On peut dire pourquoi des choses se passent. Ce n'est pas à l'intérieur de l'existence que s'installe l'absurde. C'est l'existence elle-même qui me semble inimaginable, impensable. Pourquoi? Et c'est parce que vous vous posez des questions comme celle-là que vous faites un théâtre où justement les gens, eux, parlent d'une façon, ils ne communiquent pas ensemble. Ils ne communiquent pas d'abord, il n'y a pas toujours ça. Pour moi, le comique, c'est une phase tragique. Comme l'envers du tragique. C'est l'envers du tragique. Oh, c'est le tragique, c'est le tragique. C'est même le tragique. Le comique est plus tragique que le tragique. Parce que dans le tragique, dans une tragédie, il y a des normes. Et il y a l'homme qui est en lutte avec le destin, qui est détruit par le destin, par les lois. Mais il y a les lois. On les voit, les lois. Dans le comique, il n'y a pas de loi. Et l'homme est ridicule parce qu'il n'a pas de destin. Alors avoir un destin qui vous accable et qui vous détruit, c'est quand même quelque chose. Ça a bien un sens. Mais lorsque il n'y a même pas de destin, alors... On a beaucoup parlé justement de votre construction, de votre fameuse horlogerie en somme. Vous faites vos pièces comme un horloger. Ah non, pas du tout. Là, quand on chauve, il y a une absence, il y a une désorganisation totale. Non, mais une organisation voulue. Mais il y a une progression, mais oui, mais c'est évidemment, c'est ça. Un peu comme dans Feydeau, une progression absurde. Une progression absurde, c'est ça, une accélération. Oui, mais alors celle-là, elle est naturelle. Enfin, c'est ma respiration, c'est mon rythme, ce n'est vraiment pas voulu. Est-ce que c'est pas au détriment des personnages, si on peut dire au détriment? Pour vous, les personnages ne comptent plus alors? C'est le mouvement qui compte. Le mouvement avec les personnages. Est-ce que les personnages comptent dans le mouvement du monde? Je veux dire que vous leur niez en quelque sorte presque une personnalité. Ce sont un petit peu quand même des fantoches. Oui, nous sommes des fantoches. Voilà. Et au contraire, dans Tueur s'engage ou dans le Rhinocéros, là vous avez tout à coup un personnage qui a un état civil. Oui, alors, et qui est un peu moins fantoche, fantoche conscient, fantoche qui ne veut pas être fantoche. Donc vous venez, donc est-ce que c'est une évolution chez vous On peut appeler ça évolution. Une façon de dire autre chose. Oui. Il faudrait d'abord définir le mot évolution, la notion d'évolution. Mais oui, c'est autre chose. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec une pièce comme le Rhinocéros, par exemple, parce que vous avez des personnages ou un personnage au moins qui a un peu plus de chair, vous communiquez plus facilement avec le grand public? J'ai toujours communiqué avec le public. Ah bon? C'est-à-dire, non, sauf tout à fait au début. Oui. Au début, alors les gens venaient au théâtre, ils allaient voir la cantatrice chauve, ils ne riaient pas. Deux critiques. Vous savez tout désormais, ou presque, sur le théâtre de l'absurde et sur Ionesco. J'espère que vous avez écouté attentivement ce qu'il a dit et surtout que vous avez pris des notes pour résumer sa pensée. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain cours très bientôt pour enfin entrer dans l'œuvre et pouvoir découvrir Rhinocéros. À très bientôt.